Donc bonsoir à toutes et à tous. Pour cette dernière séance, nous accueillons Louis Vattier donc pour une conférence intitulée « L'invention de l'original, traduction falsifiée ou traduction délivrée ». Louis Vattier est docteur en littérature comparée et spécialiste de traductologie, qui est notamment l'auteur de la traduction fictive Motif d'un topos romanesque, 1496 et 1617, donc, qui sera publié aux éditions Rose, et qui est actuellement, si je ne me trompe, donc à terre à cette université, et dont nous profitons de la présence. Je remercie celles et ceux qui m'ont invité à le solliciter pour ce séminaire, et Louis Vattier avoir répondu gentiment à mon invitation. Et donc je vais lui laisser tout de suite la parole, donc pour à peu près 1 heure, et à la suite de quoi nous laisserons ensuite la parole donc à l'assistance pour les différentes questions, comme à notre habitude. Bien, je vous remercie de l'invitation également, ça me fait très plaisir. Alors, le titre de ma thèse indique que je suis plutôt spécialiste de ce qu'on appelle maintenant la première modernité, mais pour les besoins de cette recherche, j'ai dû aussi m'improviser un peu médiéviste, et c'est ceci que je ferai aujourd'hui, mais j'espère que... Premièrement, les médiévistes me pardonneront cette incursion sur leur pâturage, et deuxièmement, que ce sera quand même suffisamment vaste et général pour que l'on puisse avoir une discussion que j'espère féconde. Alors, la 13e année du règne de Néron, un tremblement de terre ravage Knossos et fait remonter à la surface des choses enfouies depuis longtemps. C'est ainsi que des bergers découvrent un coffret et, croyant trouver un trésor, ils s'empressent de l'extraire d'une tombe qui a été brisée par la violence des secousses. Ils découvrent dans ce coffret des rouleaux en fibre de tilleul couverts d'une écriture qui leur est inconnue. Ils font alors parvenir les rouleaux au gouverneur de l'île qui les envoie à Néron, pensant que c'était quelque chose de précieux qui devait donc être destiné à l'empereur. Ce dernier, sans doute aidé, n'est pas long à deviner qu'il s'agit d'une écriture punique devant remonter à un temps très éloigné et que l'on associe à la langue phénicienne. Il décide alors de faire traduire le texte en grec, qui se révèle être le témoignage d'un ancien soldat, et là les antiquisants l'ont déjà compris, du nom de Dictys, ayant participé au siège de Troie et qui en aurait consigné le récit des années plus tard sur ces rouleaux qu'il a fait ensevelir avec lui. Néron ordonne alors d'inclure à sa bibliothèque la traduction qu'il en a fait faire en grec. L'œuvre aujourd'hui n'est plus connue que par une traduction latine datant vraisemblablement du IVe siècle. Cette traduction a longtemps été considérée comme un faux, mais la découverte en 1899 d'un original grec accrédite l'authenticité de la traduction latine. Cependant, la traduction grecque d'un texte phénicien est-elle fausse? Aucun Dictys n'est connu dans la tradition homérique, et tout laisse croire qu'il s'agit d'un personnage entièrement imaginaire. L'œuvre, que le titre Ephéméridos Belli Troiani assimile à un journal de guerre, se présente donc faussement comme traduite du phénicien. Elle relève de ce qu'on appelle une pseudo-traduction ou une traduction fictive, que l'on définit généralement comme un texte qui, ayant été écrit directement dans une langue, se présente cependant comme traduit dans une autre, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Une pseudo-traduction, donc, invente son original, d'où la pertinence, je l'espère, de cette communication pour ce séminaire. C'est un phénomène souvent observé dans des siècles plus proches de nous, au XVIIIe siècle qui regorge de pseudo-traductions, également au XIXe siècle, ou bien même encore de nos jours, on peut en compter des célèbres, que ce soit Umberto Eco, Le nom de la rose, ou Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes. Bon, et il y a vraiment foison de pseudo-traductions. Cependant, c'est un peu comme si le sujet l'intérêt des chercheurs pour ce sujet est assez récent. Et c'est comme si alors cet aspect récent de la recherche rejaillissait sur les études qui en sont faites. On s'aventure rarement au-delà des bornes de la modernité pour l'analyser. Et souvent, d'ailleurs, on analyse ce phénomène de l'invention d'un original que l'on prétend traduire comme une amusante convention littéraire.
ce qui s'avère quand même assez rapidement décevant, parce que on aimerait savoir, mais qu'est-ce qui a motivé justement cette convention littéraire? Qu'est-ce qui a pu amener à ce qu'elle devienne une convention à proprement parler? On ne s'intéresse pas alors à ce qui a pu motiver l'établissement de cette convention. Le plus souvent, on l'observe dans son évolution. Alors, autre exemple, souvent associé à l'éphéméride de la guerre de Troie, l'œuvre de Darès, le Phrygien, de Excidio Troiae Historia, qui poursuit les mêmes buts et sur le même mode. Alors, très rapidement, une lettre présente le texte comme la traduction en latin du récit de la chute de Troie, qui aurait été fait en grec par Darès, un personnage connu dans la tradition homérique comme un prêtre troyen. Alors, aussi bien en ce qui concerne l'éphéméride de Dictys que l'histoire de Darès, qui fonctionne d'ailleurs souvent en diptyque, la traduction d'un texte hypothétique s'explique d'abord par l'existence d'un public latin soucieux de goûter les plaisirs de l'Iliade alors qu'il ne parle plus grec. Mais surtout, les deux récits, qui se veulent des descriptions complètes de la guerre de Troie, se situent également dans une tradition plus ancienne et critique. Tradition qui s'opposait aux poètes des cycles troyens, accusés de n'avoir pas assisté à ce qu'ils décrivaient et de parler d'événements qui s'étaient déroulés bien avant leur naissance. Ainsi, Darès comme Dictys, on va les appeler, même si on peut douter de leur existence, Darès comme Dictys s'opposent de manière frontale au style homérique, et cela s'observe déjà dans le rejet d'un style épique et la valorisation d'un style dépouillé. Dans la disparition du rôle des dieux, l'écart affiché avec le texte homérique, on voit aussi que l'on favorise des considérations stratégiques et logistiques concernant le gros de la troupe, qui remplacent les descriptions d'objets ou les portraits de héros. Alors évidemment, tout ceci, je le tiens de la bonne présentation, très bonne présentation de Gérard Free, aux belles lettres. Alors, c'est à la lueur de cette tradition qui critique les poèmes homériques que se comprend donc la supercherie. Il s'agit de renforcer la crédibilité d'un texte en l'attribuant à un ancien combattant qui s'adresse à la première personne. L'auteur supposé est ainsi à la fois acteur et témoin, ce qui en fait le parfait historien, notamment selon les préceptes de l'historiographie grecque qu'on trouve aussi chez Thucydide. Alors, dans une telle perspective, le récit de la découverte du manuscrit renforce la cohérence historique du récit. On comprend de même la nécessité de la pseudo-traduction. En attestant un manuscrit écrit en grec pour l'Historia et en phénicien pour l'éphéméride, il s'agit d'appuyer l'ancienneté du témoignage. D'après cette idée, que des témoins d'événements aussi reculés ne peuvent que s'exprimer en une langue ancienne. La vérité historique du récit est ainsi confirmée par son expression dans la langue de ceux qui sont supposés avoir assisté à l'événement historique. Alors, dernier exemple introductif, le Corpus Hermeticum de la période hellénistique, premier siècle de notre ère. Donc là, je dois ma science vraiment de seconde main à Anthony Grafton. Dans le 16e traité du Corpus Hermeticum, Asclepius, qui se présente comme l'auteur, déclare que tous les efforts entrepris par les Grecs pour traduire ces paroles s'avèreront vains. Le traité, cependant, est uniquement connu en version grecque et l'hypothèse d'une version égyptienne a depuis longtemps été invalidée. Donc à nouveau, une pseudo-traduction. Ici, l'œuvre se présente comme une traduction parce qu'il s'agit pour le faussaire d'affirmer que tel passage qui en grec paraissait sans intérêt ou obscur n'était que la traduction imparfaite d'un original écrit dans une langue sacrée et inaccessible. On assurait ainsi la sagesse miraculeuse de l'enseignement consigné dans ces livres. Alors, on le voit, la stratégie qui consiste à présenter faussement un texte comme une traduction n'est pas un procédé si nouveau. Si l'on peut même supposer avec Claude Agege que depuis que les hommes parlent, ils traduisent, il y a fort à parier qu'il n'a pas fallu longtemps jusqu'à ce qu'ils fassent semblant de traduire. D'où ces premières occurrences dans l'Antiquité. Et comme de juste, dans ces trois exemples, la falsification sert à asseoir la vérité d'un discours. Que ce soit la vérité philosophique d'une langue mystique pour le Corpus Hermeticum ou la vérité linguistique du discours historique pour
les deux épitomées de Darès et Dictys. Avec un certain succès d'ailleurs. L'authenticité du Corpus Hermeticum, qui a été contestée par Porphyre, mais défendue par Jamblique, n'est invalidée qu'au XVIIe siècle. De même, l'éphéméride et l'histoire de la traduction de Troyes bénéficient de la confiance des chroniqueurs jusqu'au XIVe siècle, et elles servent notamment de source à Benoît de Sainte-Maure pour le roman de Troyes. Il y a cependant une différence de taille entre le Corpus Hermeticum et les épitomées de Darès et Dictys. Si la révélation de la supercherie ne modifie rien au statut philosophique du Corpus Hermeticum, il en va tout autrement des textes à prétention historique. Et il leur arrive ce que Georges Dumézil redoutait qu'il puisse arriver un jour à son œuvre, changer de rayon dans les bibliothèques pour passer sur la rubrique roman. Alors je cite Dumézil parce que la citation est amusante. À supposer que j'ai totalement tort, mes Indo-Européens seront comme les géométries de Riemann et de Lobachevsky, des constructions hors du réel. Ce n'est déjà pas si mal. Il suffira de me changer de rayon dans les bibliothèques. Je passerai dans la rubrique roman. Donc c'est dans les entretiens avec Didier Ribon. Déclaration facétieuse de l'historien qu'il faut vraisemblablement entendre cum grano salis, mais qui illustre bien cependant la nature troublée de la relation qu'entretiennent histoire et fiction romanesque. L'une risquant toujours de verser dans l'autre, ou bien celle-ci de se réclamer abusivement de celle-là. Donc, l'histoire peut toujours n'être qu'une fiction, ou ne devenir qu'une fiction, ou se transformer en fiction une fois qu'un texte que l'on croyait véritablement historique est invalidé, parce que l'étude des sources montre qu'en réalité, il n'y a rien d'historique à cela. Mais de la même manière, de nombreuses fictions se sont souvent parées des habits de l'histoire pour autoriser le discours d'un auteur. C'est la nature de ce lien qui explique, à mon sens, la fortune de la pseudo-traduction dans le genre romanesque. Ce dernier reprenant souvent à son compte les registres d'authentification du récit historique pour s'y déguiser autant que pour s'en démarquer. Alors, si c'est dans ce mouvement que le roman s'affirme peu à peu comme une fiction, dans cette émancipation vis-à-vis de l'histoire, le rôle de la pseudo-traduction dans une telle émancipation a longtemps été négligé, alors qu'il me semble qu'elle est, alors non pas fondamentale, mais importante. Donc, j'entends montrer aujourd'hui comment ce qui était d'abord un argument historiographique s'est transformé petit à petit en un principe révélateur de la fiction. Donc comment un argument qui servait à asseoir la vérité d'un discours historique devient un seuil fictionnel, le passage ou presque une convention qui permet de reconnaître immédiatement la fiction. Alors, si l'utilisation de la fiction traductive est donc bien attestée déjà durant l'Antiquité, c'est surtout à partir du Moyen-Âge que je voudrais l'observer, parce que c'est ici aussi, il me semble, qu'elle acquiert un caractère topique. Et surtout, au XIIe siècle, au sein de textes narratifs qui commencent à prendre le nom de roman. Alors, puisque, on le sait, le terme roman apparaît dans la langue française au XIIe siècle, à travers la traduction d'abord des textes historiques latins en langue vulgaire. Et romancer, à l'origine, cela veut dire traduire, et souvent traduire en langue française. Le roman, bon, ce sont des choses que Michel Zinc, par exemple, a déjà bien mis en relief. Hein. Le roman naît aussi lorsque une invention n'est plus obligée de se prétendre une traduction pour qu'elle puisse être menée à bien. C'est-à-dire que les premiers romans au XIIe siècle, ce que l'on appelle d'ailleurs les romans antiques, hein, sont des traductions de textes latins. Mais le roman comme genre fictionnel et comme genre donc, qui revendique véritablement une invention narrative qui n'est pas historique, il apparaît à la fin du XIIe siècle, quand justement les textes ne revendiquent plus une source latine. Et on voit bien que si c'est le mouvement de la traduction d'abord d'un texte latin à une invention libérée de toute autorité latine qui fonde le roman, la pseudo-traduction est un moment de transition assez intéressant à observer.
Alors, une raison à ce que ce soit au XIIe siècle que cette utilisation de la fiction traductive et son rôle dans l'évolution, dans l'émergence même du genre romanesque, une raison à cela, évidemment, c'est l'ordre des discours propre au Moyen-Âge, qui est fondé sur une hiérarchie des langues. Puisque d'un côté, les langues sacrées, grec, latin, intangibles, les langues grammaticales qui sont porteuses de vérité, de l'autre, les langues vulgaires, mouvantes, non fixées par une grammaire et qui sont souvent d'ailleurs associées au mensonge et au plaisir. Rien que de très connu, donc, la prise de parole doit s'autoriser d'autorités antiques. Alors, ce qui est intéressant, et notamment pour nous qui réfléchissons peut-être avec une idée de la traduction particulière, ce qui est intéressant, c'est que cette structuration de l'univers intellectuel médiéval confère une indéniable dignité à l'activité traductive. Ce qui peut nous paraître étonnant. Nous, de nos jours, on vit encore dans une sorte de préjugé quand même assez répandu. La traduction, on connaît l'adage italien traduttore et traditore. La traduction, c'est quelque chose qui est davantage associé à une falsification qu'à une œuvre digne de louange. Alors certes, beaucoup de personnes ici montrent que ce n'est pas le cas, mais cela reste un préjugé quand même bien ancré, tant dans l'imaginaire collectif que dans des pratiques singulières, même de traducteurs. Au Moyen-Âge, ce n'est pas le cas. Au Moyen-Âge, à l'inverse, la traduction, c'est quelque chose de valorisé, puisqu'il s'agit justement de transférer le savoir de ces autorités latines et grecques dans une langue vulgaire. Donc c'est une activité digne d'éloge, et c'est même un devoir pour le clerc. De nombreux prologues médiévaux de traduction exprime le devoir moral pour le clerc de ne pas sceller son savoir et donc de le transmettre et donc de traduire. La traduction, c'est une obligation et c'est une obligation valorisée. Donc il s'agit de divulguer son savoir. Alors l'un des exemples les plus célèbres, c'est évidemment Benoît de Sainte-Maure dans le roman de Troie. Alors je renvoie à ceux que cela intéresse. C'est le prologue, les vers 27-39 du roman de Troie. On trouve ici exprimé de la manière la plus frappante cette obligation morale. Donc la traduction, aussi étonnant que cela nous paraisse aujourd'hui, c'est même un gage d'authenticité. Et c'est pourquoi, justement, l'invention d'un original commence à devenir un procédé fréquent. Se prétendre traducteur permet d'attester la vérité d'un récit à travers le prestige d'une langue ancienne. Ainsi, l'on pourrait dire que le procédé de la traduction fictive, de l'invention d'un original, devient topique, devient une convention littéraire en raison d'un imaginaire traductif médiéval. Alors, il s'agit maintenant juste, avant de bien analyser ce qui se passe, d'avoir un rapide panorama de la traduction au Moyen-Âge. Alors, traduction au Moyen-Âge, en plus, ça ne veut pas dire grand-chose d'une certaine manière, puisque c'est une période tellement vaste. Ici, j'entends surtout la traduction au XIIe siècle, puisque c'est cela aussi qui m'intéresse particulièrement. Donc, ce mouvement de traduction des textes latins dans les vernaculaires, et surtout dans le vernaculaire roman, donc, ce qui a donné notre français, c'est surtout à ce moment-là que cela m'intéresse, même si, alors, avec un effet d'écrasement, on peut considérer qu'il y a une sorte d'identité des pratiques traductives. Bon, ce serait quand même aller un peu loin. Disons que par rapport à la pratique des humanistes du XVe siècle, et alors aussi à leur propagande, quasiment, qui consiste à dévaloriser tout ce qui a été fait avant eux, émerge une image de la traduction au Moyen-Âge qui est encore malheureusement couramment partagée. Quels sont les clichés, quelles sont
les manières dont on présente trop rapidement la traduction médiévale. On a tendance à dire que c'est une traduction déformante, qui est peu attentive et peu soucieuse de l'original, qui s'en affranchit très facilement et qui n'est pas du tout dans un rapport de respect, alors d'autres diraient de fidélité, ou en tout cas ne suivent pas, s'affranchissent effectivement de cet original. Et alors, pour dire à quel point justement ces clichés sont variables, des fois on a tendance à dire que cette traduction déformante, elle l'est parce qu'elle est justement trop libre, trop libérale, qu'on se permet d'inventer, d'ajouter et d'augmenter un texte avec toute liberté, et d'autres fois on considère que, au contraire, ce qui la rend déformante, c'est parce qu'elle est affreusement littérale, qu'elle n'est faite que de calques, et que donc on n'y comprend plus rien, et que donc ça déforme aussi l'original. Donc vous voyez que, à travers tous ces clichés sur la traduction médiévale, bon, on n'est pas très avancé, et évidemment, elle est beaucoup plus riche que cela. Alors, je vais d'abord citer deux noms, deux auteurs que je trouve vraiment lumineux, un français et une américaine. Alors Claude Buridan, qui a été longtemps professeur à Strasbourg, qui a écrit sur la traduction médiévale, qui est l'un des premiers en France à le faire très sérieusement et de manière vraiment que je trouve lumineuse. Je vais d'ailleurs beaucoup en parler. Claude Buridan et Rita Copeland, donc C-O-P-E-L-A-N-D, qui elle, a commencé à travailler quand même 10 ans après, plutôt au début des années 90, qui ont vraiment mené des travaux pionniers, qui ont permis déjà d'avoir une vision beaucoup plus précise, beaucoup plus intéressante de ce qu'est la pratique de la traduction au Moyen-Âge. Alors, évidemment, maintenant, en France notamment, si l'on veut étudier la traduction au Moyen-Âge, il y a un outil absolument merveilleux, qui est né d'ailleurs d'un conflit. C'est la Somme dirigée par Claudio Galderisi, donc Claudio Galderisi, et qui s'appelle Translation médiévale, qui contient à la fois des articles, des index, et qui est un ouvrage absolument fantastique, et qui est vraiment très très utile. Bon, Claude Buridan signe 2 articles dans Translation médiévale, ce qui me ravit. Et c'est vraiment l'ouvrage le plus important de ces dernières années, s'il fallait n'en citer qu'un. Alors, qui dit traduction au Moyen-Âge, eh bien, dit aussi la nécessité de distinguer entre traduction en latin et traduction en vulgaire. C'est pas non plus la même chose. Et ça implique aussi des manières différentes. Alors, justement, avant le XIIe siècle, avant justement que la traduction en vernaculaire devienne importante, même si elle n'écrase pas de loin de là les traductions en latin, disons, au Moyen-Âge, tant que le latin demeure la seule langue écrite, l'importance écrasante apportée aux textes religieux ou bibliques, voire aux textes philosophiques, explique que souvent le traducteur, durant toute la période du Haut Moyen-Âge, soit presque exclusivement un traducteur littéral. Alors on cite très souvent comme exemple de cette exigence de littéralisme les premières phrases de Boès dans sa traduction du commentaire de Porphyre aux catégories d'Aristote, où il énonce l'obligation pour le traducteur d'œuvres philosophiques d'être absolument littéral, et en quoi il s'oppose absolument à Saint Jérôme, et même à Cicéron, et à une pratique latine romaine de la traduction, où même pour les textes philosophiques, Cicéron va dire qu'il réagence le discours et qu'il n'est pas du tout littéral. Donc, alors, beaucoup de chercheurs considèrent que c'est là l'acte de naissance de la traduction médiévale avec Boès, où il s'agit donc d'être toujours absolument littéral, d'autant plus que justement on ne traduit quasiment que des textes religieux ou des textes de loi.
d'où l'usage fréquent du calque, qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes. Et c'est cela qui va nous permettre d'éclairer un point à la suite de Claude Buridan. Alors, en effet, la traduction verbo ad verbum est souvent difficilement compréhensible, en raison justement de ce littéralisme radical. On perçoit mal la manière, on ne peut pas comprendre parce qu'effectivement, les traducteurs font comme si l'on pouvait traduire du grec au latin sans adapter, une notion que l'on n'utilise plus, mais au génie des langues, sans adapter à l'idiomatisme d'une langue. Or, c'est justement cela, cette traduction littérale, ce calque, qui implique quantité d'ajouts et de commentaires destinés à éclairer la traduction. Il peut s'agir de commentaires qui sont faits dans les marges du texte ou au-dessus d'un passage traduit plus librement, voire de notes explicatives au-dessus de certains mots qui peuvent prêter à équivoque. Alors, pour Claude Buridan, et ce qu'il montre, c'est là que je trouve particulièrement lumineux, il montre que c'est ainsi l'exigence de la traduction littérale, qui postule une impossible identité des langues, qui produit son contraire. C'est-à-dire que c'est parce que l'on veut être absolument littéral que l'on est obligé d'avoir une glose envahissante qui donne cet aspect aux traductions médiévales d'être complètement éloignées de leur original. Donc ça, je trouve cet article absolument passionnant et vraiment très bien de ce point de vue-là, parce qu'il montre qu'en réalité, c'est bien l'exigence du calque qui produit une glose envahissante qui va justement créer cet écart entre l'original et sa traduction. Donc, je cite Claude Buridan, « La littéralité au pied de la lettre irréalisable porte en germe en quelque sorte son contraire, le commentaire, sous toutes ses formes, qui la rend compréhensible. » Mais aussi, l'option de traduction littérale, et je suis toujours Claude Buridan, peut correspondre à deux types de lecteurs potentiels, les uns ayant une maîtrise plus ou moins profonde du latin et les autres l'ignorant. Les traductions littérales sont donc destinées à un public qui maîtrise le latin, tandis que les traductions que l'on va dire ad sententiam sont pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue savante. Or, cela correspond à quelque chose que Rita Copeland a mis en lumière, et une distinction qu'elle fait entre les traductions médiévales, entre ce qu'elle appelle les traductions primaires et les traductions secondaires. Alors, qu'est-ce donc ? Les traductions primaires, ce sont ces traductions absolument littérales qui n'hésitent pas à faire usage du commentaire et qui se pensent comme un service rendu à l'original. Il s'agit de servir l'original, l'exégèse est destinée à le rendre compréhensible et les outils du commentaire sont mobilisés pour éclairer le texte dans le mouvement de sa traduction. Ces traductions sont donc au service de la source, du texte source. À l'inverse, les traductions qu'elle nomme secondaires, et qui sont le plus souvent des traductions en vernaculaire, sont les traductions qui font des outils du commentaire les ressorts de l'invention rhétorique. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est que le commentaire va provoquer justement une digression, et donc un écart, mais un écart complètement assumé, et où l'on ne tend pas ici à servir la source, je parle toujours sous l'autorité de Rita Copeland, mais à la remplacer. Il s'agit de réinventer son original. Alors, que ce soit les traductions vernaculaires qui ressortissent le plus souvent à ce que Rita Copeland appelle les traductions secondaires, s'explique aussi selon la répartition des discours caractéristiques de la diglossie médiévale. Le latin sert l'expression du savoir et du sacré, et il possède cette expression en exclusivité,
tandis que le vernaculaire sert davantage à l'expression poétique et à l'écriture de fiction. Je cite ici Serge Lusignan dans « Parler vulgairement ». Ainsi, au Moyen-Âge, on va plutôt constater différentes manières de traduire selon les langues dans lesquelles on traduit, ce qui recouvre aussi une distinction générique. C'est-à-dire que l'on traduit différemment selon que l'on traduit en latin ou en vernaculaire, ce qui veut aussi dire que l'on traduit différemment selon que l'on traduit de la philosophie ou une œuvre historique ou poétique. Et cela, justement, c'est ce que l'on observe dans ce texte de Boès où il insiste sur la nécessité de traduire littéralement les œuvres philosophiques, parce que dans ce texte-là, il justifie cela. Alors je vous cite alors, ma traduction, qui est sans doute imparfaite, mais ce second commentaire, donc le commentaire aux catégories de Porphyre, clarifiera le développement de notre traduction, donc la sienne, celle de Boès, dans laquelle je redoute d'avoir succombé à la faute du traducteur trop scrupuleux, puisque j'ai restitué le mot pour le mot, afin de conserver la teneur et les proportions de l'original. Et c'est là que c'est important. La raison en est que dans ces écrits, où c'est la connaissance des choses qui est recherchée, ce n'est pas le charme brillant du discours, mais la vérité inaltérable qui doit être exprimée. Donc ici, il justifie bien la traduction littérale d'une œuvre philosophique parce qu'on y recherche la connaissance des choses. Mais implicitement, il laisse bien entendre que pour des œuvres qui ne ressortissent pas à une dimension philosophique, on peut être davantage, on peut être plus libre pour des œuvres moins sérieuses, des œuvres oratoires. C'est ici un aspect qui me semble intéressant. Enfin, et j'achève avec cela pour la présentation de la traduction médiévale, le caractère également plus libéral des traductions en vulgaire tient aussi à leur rapport problématique au latin, puisqu'on a des langues peu formées, qui n'ont pas du tout la même capacité, la même souplesse, ni la même richesse de vocabulaire, et donc il est difficile de traduire en langue vulgaire, et c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans les prologues des traducteurs médiévaux. À la fois, ils vont dire que c'est quelque chose qui est nécessaire, mais que c'est aussi quelque chose qui est difficile, et qu'il faut les en excuser. Seulement, cette excusatio, elle sert aussi justement en exposant le gouffre qui sépare la langue latine de la langue vulgaire, elle sert aussi à légitimer l'écart entre les deux versions. Parce que c'est difficile, eh bien il y aura forcément un écart, et donc c'est le justifier ainsi. Dernière chose, les traducteurs au XIIe siècle notamment recourent aussi beaucoup à un procédé rhétorique qui a lieu qui est exposé dans les arts poétiques, et je renvoie à Edmond Farral sur les arts poétiques au XIIe siècle, qui est l'amplification. Donc évidemment, on utilise l'amplification, et donc là aussi, on s'écarte donc du texte source. Alors, ainsi, le principe même de la traduction en vulgaire contient en lui les germes d'une invention littéraire, et l'on serait presque tenté de dire que le roman naît au moment particulier où les méthodes de l'exégèse herméneutique deviennent les ressources de l'invention rhétorique. Mais c'est aussi cette tension qui est toujours à l'œuvre entre exigence littérale et invention rhétorique qui explique le succès de la pseudo-traduction au Moyen-Âge et son importance dans l'émergence du genre romanesque. J'y viens donc enfin. Alors, le roman apparaît comme un genre autonome dans le mouvement d'une émancipation des traducteurs vis-à-vis de leurs sources. Alors, je ne vous fais pas le résumé, parce que je vois que le temps quand même passe, d'un article de Silver Menegaldo qui fait un peu qui dresse la typologie des différents écarts vis-à-vis de la source, entre traduction simple, traduction complexe, adaptation, réécriture. Bon, mais si ça intéresse certains, évidemment, j'ai la référence. Voilà. Alors, simplement ici, donc, montrer que dans le passage de la revendication à un texte latin que l'on traduit à l'invention pure,
le procédé de la pseudo-traduction est important. Pourquoi? Alors, 2 romans ici, dont je vais vous parler, et qui sont justement considérés par Silver Menegaldo comme ceux qui inaugurent la traduction fictive au Moyen-Âge, et qui sont attribués au même auteur, alors, qui est très peu connu, on ne sait quasiment rien de lui, Hu de Roteland. Alors H-U-E et et Roteland, R-O-T-E-L-A-N-D-E. Alors, 2 romans qui datent de la fin du XIIe siècle, le premier Hippomédon qui date de 1180 et le second Prothésélaos qui date de 1191. Les 2 se présentent comme des traductions du latin. Évidemment, elles n'en sont pas. Alors, il y a aussi ici quelque chose que je trouve particulièrement intéressant parce que lorsque j'ai commencé mes recherches sur la pseudo-traduction, beaucoup d'études, par manque de documentation, supposaient que c'était généralement un one-shot, justement. Qu'un auteur qui se livrait à une pseudo-traduction ne s'y livrait qu'une seule fois, parce que, évidemment, il s'agissait d'occuper un champ littéraire, et qu'une fois que la supercherie était éventée, il ne pouvait pas se prêter à nouveau au même procédé. Évidemment, c'est complètement démenti par toute l'histoire littéraire. Il n'est que de penser à Voltaire, hein, qui en a signé un grand nombre. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que déjà, au Moyen-Âge, chez celui que l'on peut considérer comme l'un des premiers à en faire l'usage dans le genre romanesque, et ben lui, ces 2 romans, ce sont des traductions fictives. Donc bon, c'est bien la preuve que ce n'est pas du tout un one-shot et que justement, il y a bien un principe de récurrence. Alors, je vous les résume très rapidement, enfin surtout le second, Prothésélaos, qui date de 1191. Hein. Alors, c'est un roman qui met en scène la rivalité de 2 frères, Prothésélaos et Daunus, qui se disputent l'héritage de leur père. À la mort de leur père, l'aîné de 2 frères, Daunus, est supposé recevoir en toute légitimité le royaume entier. Cependant, sa mère, donc l'épouse du roi défunt, a légué une partie du royaume, le royaume de Calabre, qu'elle possédait avant de se marier, à son frère cadet Prothésélaos. Donc on a Daunus qui doit hériter du royaume en entier, mais Prothésélaos qui revendique justement le royaume de Calabre. Ce qui, au vu du droit d'aînesse, est tout à fait impensable. Et Prothésélaos, qui est le protagoniste et le héros, en fait, c'est pas du tout acceptable. La seule chose qui rend acceptable qu'il soit le héros, c'est qu'il ressemble beaucoup plus à son père que son frère. Et donc ici, il y a l'idéal de transmission. Hein, celui qui ressemble davantage à son père, en réalité, est plus légitime à récupérer le trône. C'est donc cette ressemblance qui légitime le conflit. D'autant plus qu'évidemment, le père était le modèle de toute vertu, donc s'il lui ressemble le plus, lui également est le modèle de toutes les vertus, et donc il fera un meilleur monarque. Bon, évidemment, ce modèle de la lutte fratricide, on le trouve dans l'histoire thébaine, et dans le roman de Thèbes. Le dénouement du roman de Hu semble suivre, pas à pas, le roman thébain. Jusqu'à ce qu'au dernier moment, il s'en démarque de manière tout à fait spectaculaire. Comment? En effet, après un affrontement en tout point semblable à l'affrontement d'Éthéocle et Polynice, Daunus est sur le point de l'emporter. Et de la même manière qu'Éthéocle dans le roman de Thèbes, il est pris d'un mouvement de pitié et d'affection pour son frère. Seulement, à l'inverse du roman de Thèbes, ici, nulle perfidie du combattant à terre, qui profiterait de l'occasion pour porter un coup fatal à son adversaire et entraînant la mort des 2 protagonistes. Au contraire, on aboutit à une réconciliation. Et le roman se termine ainsi par le don d'une partie du royaume à Prothésélaos, et puis, peu après, de manière fort profitable, enfin, Daunus meurt, ce qui fait que, finalement, le personnage qui était le modèle de toutes les vertus devient le monarque, donc tout va bien. Alors, ici, Hu de Roteland se livre explicitement à une imitation, mais en même temps, il s'oppose à la prééminence du modèle.
puisque le roman est certes une réécriture, mais une réécriture améliorée. Et donc, il se pense véritablement en concurrence vis-à-vis du modèle thébain. On aurait presque ici un modèle de traduction secondaire selon la typologie de Rita Koblan. Mais en même temps, s'il peut se le permettre, c'est bien parce que le texte se prétend la traduction d'un original latin. Et donc ici, déplacer la source permet de surpasser le modèle antique. Revendiquer une source qui n'existe pas, inventer un original, permet justement de se libérer aussi de l'emprise du véritable original. Une telle subversion du roman thébain se trouve aussi formulée sur un mode ironique dans l'épilogue du premier roman, donc Hippomédon, de 17 ans plus récent. Alors bon, ce sont des dates évidemment approximatives. On est sûr pour Prothésélaos de 1191, 1180 pour Hippomédon, c'est une conjecture. Je ne rentre pas dans le détail, d'ailleurs que je n'ai pas noté, je l'ai sur mon texte numérique, mais pas sur mon texte papier. Subversion du modèle thébain qui se trouve effectivement déjà dans l'épilogue d'Hippomédon. En effet, Hippomédon provient également du roman de Thèbes, dans lequel il est l'un des chefs de l'armée argienne venue assiéger Thèbes. Or, à la fin de son roman, donc de son propre roman, Hugh de Rotland encourage l'audience à lire la suite des aventures de ce même Hippomédon. De cette histoire que je viens d'écrire, celle de Thèbes est tirée. Hippomédon alla à Thèbes, chercher ailleurs, si vous voulez, ce qui lui arriva en ces lieux. Hippomédon, c'est le récit de la jeunesse d'un personnage qui ensuite participe au siège de Thèbes, dans le roman de Thèbes. Donc, il se présente comme antérieur au roman de Thèbes. Et donc, il y a une subversion de la relation hypertextuelle ici. Prétendant être l'œuvre mère de celle dont en réalité il s'inspire, le roman vient à subvertir le jeu intertextuel, en particulier à la traduction. En extirpant du récit thébain un personnage secondaire pour en faire le protagoniste du récit, et en inventant un texte qui narrerait les aventures de ce même personnage, on oblitère l'original pour en lui en substituer un autre fictif. Donc, de ces deux exemples, de Prothésélaos à Hippomédon, que retenir ? Eh bien que la traduction fictive, en attestant un original qu'elle invente, peut alors revendiquer un héritage, puisqu'on invente un original latin, donc on revendique quand même l'histoire antique, et donc on reste quand même dans ce fantasme de continuité entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Donc on revendique un héritage, on s'inscrit dans une tradition, tout en s'en affranchissant justement par le jeu d'une fiction. Alors je développe un peu cet aspect. On a vu que la traduction, l'imaginaire traductif, si l'on veut, au XIIe siècle, il est tendu entre la nécessité d'une traduction littérale et la volonté d'une réinvention. Si la traduction en langue vulgaire s'approprie souvent les techniques savantes de la glose, souvent, en même temps, elle demeure soumise à l'autorité de la lettre latine. C'est-à-dire que les traductions, notamment des romans dits antiques, le roman de Thèbes, dont j'ai abondamment parlé, mais aussi le roman de Troie, etc., tous ces romans, alors là je cite Philippe Laugier, mais à propos du roman d'Énéas, donc Philippe Laugier montre que le traducteur dans le roman d'Énéas, il est à la fois par moments littéral, et en même temps, il s'en détache. Philippe Laugier, donc, décrit ce paradoxe de traduction qui délaisse souvent la lettre et s'y tiennent, de manière complètement étonnante, peuvent par moments être tout à fait littérales et à d'autres moments ne l'être plus du tout. Donc, ce paradoxe explique que la pseudo-traduction ait eu autant de succès. Pourquoi ? Parce que, au Moyen-Âge, effectivement, on doit se revendiquer du modèle antique pour justifier l'écriture. Mais, évidemment, l'autorité du texte latin restreint l'invention.
Avec la traduction fictive, lorsque l'on suppose un original, lorsqu'on l'invente, le modèle antique y demeure. On dit toujours qu'on a traduit un texte latin, la plupart du temps parfois grec, et petit à petit, à partir du XIVe, XVe siècle, avec l'émergence des vulgaires, on voit aussi apparaître des revendications d'originaux écrits en langue vulgaire. Mais au XIIe siècle, ce sont exclusivement des textes latins. Donc avec la traduction fictive, avec le fait d'inventer un original, le modèle antique demeure, mais il n'est plus enclos à un texte, si l'on veut. L'artifice consiste un peu, d'une certaine manière, à faire de l'original une page blanche. On a un original que l'on revendique, mais il est vierge, et donc on n'est pas tenu à respecter, on n'est pas trop tenu à respecter une lettre qui peut être embarrassante ou impressionnante. Le traducteur libéré de l'emprise de la lettre, et on parle alors ici de traducteur avec des guillemets, le traducteur libéré de l'emprise de la lettre peut alors s'autoriser toutes les inventions. Une fois l'original devenu une fiction, la traduction peut se penser radicalement sur le mode de la rivalité inventive et retrouver la dynamique de l'émulation, hein, et c'est ainsi que se nouent fiction et traduction pour faire advenir l'invention romanesque. Alors, à partir du XIIIe siècle, et je vais très rapidement, et j'arrive à la fin, l'argument d'un texte que l'on traduirait se retrouve beaucoup dans les continuations, dans les mises en prose des romans du Graal. La christianisation par les continuateurs de chrétiens encourage ce motif de la fiction traductive. Alors, un exemple, hein, Robert de Boron, dans l'histoire du Graal, qu'on appelle aussi le Merlin, c'est l'édition, c'est le titre choisi par Alexandre Michat dans l'édition chez Drault, prétend que le texte est traduit du latin, alors même que la provenance, en l'occurrence orale du Graal, puisque en plus elle vient de Chrétien de Troyes, n'autorise plus du tout un texte latin. On sait, même le Graal provient de la matière de Bretagne, et il y a un texte du XIIIe siècle, la chanson des Saxons, qui montre bien qu'il y a aussi une répartition, là aussi, des genres selon la provenance. C'est-à-dire qu'on va dire que les textes qui viennent de Rome sont des textes sérieux, des textes qui viennent de France sont des textes historiques, et les textes qui viennent de Bretagne sont des textes fantaisistes, donc de pure fiction. Or, le Graal, il vient de Bretagne, donc il est déjà associé à de la pure fiction. Donc la revendication d'un texte latin n'a plus aucune... n'a pas véritablement de sens ici, puisque l'on sait que ça a une provenance orale, et c'est déjà associé à une matière proche de la fiction. Donc ça montre bien qu'en fait, ici, la revendication d'un original latin est déjà une convention littéraire. Dans les romans du Graal, on voit ici qu'à partir de ce moment, déjà au XIIIe siècle, la pseudo-traduction est devenue une convention littéraire. Évidemment, elle est aussi liée dans les livres du Graal au fait que le Graal est une relique sacrée qui nécessite un écrit qui atteste son origine miraculeuse. Donc évidemment, l'autorité de la langue, elle est aussi convoquée pour donner ce prestige d'une langue quand même sacrée. Alors, je me rends compte que j'ai été très rapide, mais j'arrive à ma conclusion. Alors, pour conclure, supposant nécessairement une altération du texte source, la traduction entrouvre la possibilité d'une libre invention du traducteur, mais en le soumettant encore à l'emprise d'un original. Inventer une source fictive permet alors de se livrer entièrement à l'invention, tout en s'autorisant de l'héritage de l'histoire. Il s'agit donc moins de revendiquer la véracité du récit que d'affirmer une dignité rhétorique de ce récit. Dès lors que certaines langues sont perçues comme d'une essence supérieure, l'efficacité de la fiction traductive résulte surtout du prestige qui leur est attaché. C'est là toute la complexité du procédé au Moyen-Âge. Parce que on ne peut pas dire que ce soit déjà un seuil fictionnel, mais on ne peut pas dire que ce soit encore une revendication qui soit prise toujours au sérieux. On est vraiment dans un entre-deux, et c'est très ambigu, cela dépend des textes. La langue alléguée fait certes office de preuve historiographique,
Mais sa véritable efficacité s'avère en fait surtout symbolique. Mais c'est aussi cela, à mon sens, qui explique que ce soit là l'acte de naissance du topos, de la convention littéraire, puisque le symbolique devenu efficace, voilà bien d'où procède toute convention. Je vous remercie. Merci à vous pour cette conférence passionnante qui s'inscrit en plein dans les thématiques justement de l'origine originale, originelle. S'il est vrai qu'il y a dans l'origine à la fois des enjeux de référence et en même temps aussi d'une manière de s'autoriser afin d'inventer. Sur ce, je laisse directement la parole à l'assistant. Je pense que sur de tels problèmes, les interventions doivent brûler les lèvres de certaines ou certains d'entre vous. Oui, tu veux... Oui, mais j'ai plein de questions potentiellement, on pourra en rediscuter plus tard, mais ce qui a attiré mon attention à un moment donné, notamment, c'était cette question de la fidélité, là, qui est toujours hyper épineuse, parce que c'est le serpent de mer des cours de traduction, et en même temps, quand on fait l'histoire de la traduction, on se rend bien compte qu'il faut absolument l'historiciser. Mais est-ce que c'est un terme qui revient à l'époque dont tu parles? Non. Non. Non, fidéliser n'existe pas. On va dire plutôt, je m'en suis tenu à la lettre de mon texte, ou surtout, alors, et d'ailleurs, se réclamant du Deutéronome, je n'ai rien retranché, rien ajouté, puisqu'il ne faut rien retrancher ou rien ajouter à la parole divine. Et surtout aussi, et là, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs plutôt de Saint Jérôme, j'ai traduit sans vouloir comprendre. Parfois, c'est-à-dire que il ne faut pas chercher à comprendre parce que ce serait presque quelque chose de blasphématoire que de chercher à comprendre un texte. Et donc voilà, on est plutôt dans cette... Mais la fidélité, non. Même si nous, ça peut nous... Mais le terme n'existe pas, le terme n'apparaît pas. C'est vraiment s'en tenir à la lettre du texte le plus souvent, où je n'ai rien ajouté, rien retranché à mon auteur. Ça m'a frappé dans un des éléments. Une chose m'a frappé, c'est que cette revendication de fidélité, enfin pas non, justement, puisqu'on vient de dire que le terme n'existait pas, mais cette manière de coller au texte du décalque, en lien avec des textes entre guillemets donc sérieux, si je comprends bien, donc philosophiques notamment, c'est aussi quelque chose qui se retrouve comme usage rhétorique de légitimation pour certaines traductions contemporaines qui justement disent qu'elles sont orgueilleuses parce qu'on a voulu rester au plus près du texte d'origine. Je crois que c'est dans certaines récentes traductions, aussi bien d'ailleurs du grec que d'autres langues, que l'on a ce genre de choses. On s'aperçoit que des précautions qui apparemment seraient neuves sont en fait liées à des débats très anciens sur les textes d'ailleurs du même genre. On ne dirait pas ça pour les textes littéraires. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. On ne le dirait pas pour les textes littéraires, on le dit de plus en plus pour les textes littéraires de nos jours. Mais, oui, les questions, qu'est-ce que ça veut dire aussi être plus près du texte? Est-ce que c'est en termes de lexique? Est-ce que c'est en termes de syntaxe? Est-ce que c'est de syntaxe? Ça, je pense, à cause de Boès et des philosophes. Oui. Et de ce que veut dire traduire littéralement philosophie, mais alors là, ça ouvre des avis. Est-ce que tu sais si Boès est toujours utilisé dans... J'ai du philosophe actuel quand il traduit, enfin, est-ce que c'est... Est-ce qu'il... Ça dépend où tu te trouves. Ouais. Mais quand j'ai suivi le cours d'école de France avec Alain de Libéral, etc., mais on est en train de redécouvrir l'importance de Boès dans la médiévale pour revoir aujourd'hui les problèmes de philosophie actuelle. Mais ça, en effet, tu peux trouver du Boès dans un philosophe aujourd'hui. Oui, c'est vrai que dans la traduction de certains auteurs, on retrouve cette opposition entre d'un côté justement les traductions antérieures qui sont délégitimées en tant qu'elles sont finalement la reprise de modèles de la langue d'arrivée, si j'ose dire. En gros, la traduction des romanciers russes, c'est un cas classique, c'est la traduction de Dostoïevski, qui, jusqu'au milieu du XXe siècle, se faisait était dit de transformer le romancier russe en romancier français du XIXe.
Markovitch, revendiquant justement un usage de la syntaxe, un certain usage, je crois, de la syntaxe brisé, le rapport à une langue beaucoup plus rude et beaucoup moins, entre guillemets, littéraire, hein, ça me semble, pour sa traduction. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire traduire sans comprendre. C'est-à-dire traduire le discours et ne pas traduire la pensée de l'auteur. Et c'est ça qui me semble faire un espèce de lien entre toutes les thématiques qu'on entend d'éviter, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire traduire littéralement? Est-ce que c'est traduire le discours? Ou parce qu'on peut dire on va traduire littéralement Kant, Marx ou qui que ce soit en travaillant sur les concepts et en perdant de vue les locutio, quoi, la disposition Alors, Joël du coup commente évidemment Boès et dit que là, traduire littéralement, il faut bien l'entendre aussi dans l'ordre logique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retrancher une proposition ou en ajouter. C'est surtout cela qu'il faut entendre ici, selon elle. Ça me paraît bon, enfin, là en plus. Par rapport au débat qui est là, dans le cycle, enfin, du côté des théologiens, le problème c'est d'arriver à harmoniser des textes qui grammaticalement, enfin, dans le sens littéral s'opposent, arriver à dire qu'en fin de compte, les sentences, l'aspect sentenciel est similaire, c'est-à-dire arriver à concilier en disant mais là le mot n'a pas été utilisé dans le même sens que celui qu'un tel emploie. C'est un désir d'harmoniser des textes qui évidemment se présentent différemment. On entend déjà ça à partir d'Isidore. Non, j'ai cité Jérôme, ce que connaît Isidore, par Isidore, parce que le texte qui me semblait être plus cité que celui de Boès, c'était la fameuse lettre de Jérôme, où effectivement, en gros, il dit il faut traduire ad septentiam, sauf pour les mystères, je crois que j'emploie le mot mystère, sauf pour les mystères sacrés. Et là, en fait, l'enjeu, c'est pas le grec, mais l'hébreu, et notamment l'ordre des mots, puisque par exemple, il ne faut pas, même si ça doit choquer les oreilles, il faut garder l'ordre des mots. Donc si un verbe est en deuxième position dans la phrase, il faut le garder en deuxième position. Et tant pis si en latin on le mettrait plutôt vers la fin. Dans la Bibliade, ils le respectent. Alors je ne suis pas assez spécialiste. Là, il y a des gens qui ont travaillé, donc qui connaissent à la fois l'hébreu, ce qui n'est pas mon cas, et le latin, mais après, effectivement, il ne le fait peut-être pas tant que ça, mais d'où le truc, même si on ne comprend pas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment la distinction entre la Bible et le reste. Alors justement, c'est là que Boès est intéressant, c'est parce que lui, c'est tous les textes qui cherchent la vérité, donc on passe aussi, on n'est plus juste dans le théologique. Et là, c'est... On est plus dans la parole sacrée, voilà. L'autorité n'est pas la même. L'idée de Jérôme, c'est que la parole de Dieu, c'est pas seulement une question de théologie, c'est que c'est la parole de Dieu. Oui, et donc on ne peut pas y toucher. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse justement, ce que je trouve très amusant, c'est que si on regarde, et parce que ça se poursuit, d'ailleurs, enfin, au XVe siècle, les débats autour de Leonardo Bruni sur sa traduction de l'Éthique aussi, on va retrouver le même genre d'argument, c'est-à-dire que Bruni, on va lui reprocher, du moins Alphonse de Carthagène va lui reprocher d'avoir traduit de manière éloquente un texte philosophique. Ce qui est exactement la manière, la distinction que fait Boès, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qu'il faut traduire littéralement, ce sont les œuvres philosophiques, et les autres que l'on peut traduire de manière éloquente, et Alphonse reproche à Bruni de... Et ce que je trouve intéressant, c'est que Jean Lacoste, dans l'HTLF, 20e siècle, je crois, traduction de philosophie, va dire que la traduction littérale, c'est la poésie, c'est la littérature, parce que il y a une consubstantialité du sens et du signifié et du signifiant, tandis que dans les œuvres philosophiques, on peut davantage détacher le signifié, et donc on n'est pas autant astreint à la lettre. Il y a un retournement complet, en fait. C'était le sens de ma question sur la philosophie un petit peu tout à l'heure, parce que ce que j'ai l'impression d'observer, c'est une espèce de clash parfois entre traducteurs philosophes des philosophes et traducteurs linguistes et philosophes et traducteurs littéraires des philosophes.
Ouais. On peut avoir Ouais. Mais c'est parce que justement à cette période-là, la grammaire et la logique se détachent l'une de l'autre. Et ça permet des nouvelles potentialités qui n'existaient pas avant. Alors, il y a la logique des grammairiens et puis il y a la logique des logiciens ou des dialecticiens. Et il y a un problème au niveau de l'usage des mots pour passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, ils se revendiquent des disciplines où les uns ne peuvent pas empiéter sur les autres. Quand on voit dans le prévu, le grammairien ne peut pas empiéter sur le logicien et l'autre. En plus, il y a eu un renversement de la différence entre le sensus et la sententia entre ensemble de langue et puis je pense que sous l'influence d'Isidore, les choses se sont entre le sensus, entre le sens et la sentence, les choses se sont renversées. Oui, je ne sais pas. Non, ça m'intéresserait. Par exemple, chez Anselme Delorme, je l'ai sous les yeux, dont Abélard avait été l'élève, c'est la lettre qui avait une signification, sensus, il fallait chercher son sens, sa sententia, mais ce dernier ne pouvait faire l'objet d'un discernement évident. Et pour combler cette lacune, c'est Abélard qui va recourir à la définition de Quintilien qu'on va retrouver dans les étymologies d'Isidore de Séville, selon laquelle la sententia désigne l'expression formulée, tandis que le sensus est réservé à la pensée de l'auteur. Mais donc, entre le sens, la pensée de l'auteur et la sententia, ça s'est renversé. Mais bon, ça c'est juste au 11e. Oui, mais je vais quand même. Ouais. Pour origine originale, tu vois, est-ce que c'est le texte ou l'idée, quoi? Mais c'est justement, petit à petit, va naître le triangle qui était déjà dans le Périménéas, du fameux les signes, les concepts et les choses. Et c'est à ce moment-là que va naître tout un nouveau régime, différenciation entre la sémantique et la grammatique, autrement dit, de l'usage de la rhétorique et l'usage d'une logique spécifique. Si vous êtes passionné par ces choses-là, écoutez Libera et des gens comme ça, c'est pas bon. Qui nous fait revoir, en fait, depuis une vingtaine d'années, ces études-là nous fait voir que tout ce qu'on avait cru trouver, le nouveau en sémiologie, la parole efficace et tout ça, c'est des choses qui sont labourées sur le temps médiéval. Ça fait penser au triangle de Frege en plus. Voilà, le triangle de Frege, ou celui perse, ou celui de Maurice, enfin toutes ces choses-là. Dans le perse, il avait une centaine d'ouvrages de Occam, de Scott, tout ça. Oui. C'est de là que vient son réalisme en fait, qui était un réalisme des universaux chez lui. Peirce, Charles Sanders Peirce. Autre question ou autre... Le débat, je le reconnais, a atteint une certaine technicité qui peut-être a... comment dire... Comment ? Oui, et puis en plus linguistique, l'histoire de la sémiologie. Enfin, qui était sur l'advenu, si j'ai bien compris, sur la concomitance de l'advenu du roman, de la traduction en langue vernaculaire et de l'importation de l'usage effectivement des différentes langues et l'importation donc aussi de différentes matières qui font jouer à la référence à l'origine des rôles extrêmement différents, puisque alors qu'il pouvait encore y avoir une dimension légitimante dans le cadre de récits de type historique et référent à l'Antiquité, elle devient de plein pied donc un seuil fictionnel dès lors qu'on entre dans un autre type de matière où la référence latine semble avoir perdu sa pertinence. Exactement. Alors, ce qui est, oui, enfin, je veux dire, pour la matière de Bretagne, l'exemple est particulièrement
Et particulièrement parlant, justement, c'est vrai que c'était très intéressant d'avoir, de ce point de vue-là, pris comme suite, effectivement, de romans, partir d'une matière grecque, partir d'une manière clairement grecque, et effectivement, pour avoir des faux originaux, donc c'est un petit peu, effectivement, l'exemple de Darès et d'Istis, là. On trouve des vieilles traductions françaises de ces deux auteurs, si la chose vous intéresse, sur le site romacle.org. Je suis allé voir, mais c'est des traductions du 17e, 18e. Ah oui, d'accord. Ce serait d'ailleurs intéressant de regarder comment au 17e, 18e, ils présentaient les choses, parce qu'il y a une traduction, donc ça doit se trouver aussi d'ailleurs sur Gallica. Avec un travail effectivement ensuite sur la matière elle-même à la faveur d'une traduction pour se substituer en quelque sorte à l'original, ou du moins prendre ses distances avec lui sous l'égide d'une traduction qui est un peu comme un voile, bon, pour ensuite vraiment arriver à la convention littéraire. Mais désormais, la traduction devient alors aujourd'hui presque une autorisation de l'invention de la langue, et notamment le rapport à l'original, contre la langue d'arrivée elle-même, par certains côtés. Au nom du travail de la langue qui se fait dans la langue d'origine, un travail équivalent de la langue cible peut se faire. Donc c'est la traduction d'un certain nombre de romans. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera également, par exemple, pour les traductologues, ce sera intéressant à étudier, ce qu'il en sera, par exemple, des nouvelles traductions d'Edgar Poe, qui non seulement doivent se rapporter à la question des enjeux de l'œuvre de cet auteur, qui a été très souvent caché par une glose post-romantique dans les années au XIXe siècle, et en même temps aussi comment les traductions qui sont proposées aujourd'hui, intégrales proposées aujourd'hui, entrent en dialogue et en opposition avec la traduction de Baudelaire. J'ai une question pour le conférencier. Est-ce que ça veut dire que est-ce qu'il y a beaucoup de néologismes qu'on va arriver à cette période-là? Oui. De nouveaux mots. Est-ce que le vocabulaire s'enrichit, ou est-ce que c'est plutôt les mots qui changent de sens, ou est-ce qu'on réinvente la langue? Parce que du côté, en tout cas, en théologie, pour prendre ce que je connais en théologie, si je vois par exemple les Trécartes, quand on passe du latin au Mittelhochdeutsch, il y a une invention de la langue. À ce moment-là, il y a un nouveau départ de la langue. Est-ce qu'on trouve quelque chose de similaire du côté du français? Oui, alors il y a une invention. Alors bon, ça peut procéder par emprunt, mais il y a aussi des nouveaux mots, des réalités de la vie quotidienne qui sont utilisés pour traduire des termes latins. Et ça, c'est les exemples classiques, c'est-à-dire les chevaliers pour... merci. Ou évidemment... alors, il y a eu un travail en cours de Francesco Montorsi, qui, à mon avis, sera très très bien, où il montre que, contrairement, enfin, il veut montrer, bon, je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai discuté avec lui, où, contrairement à ce que l'on dit, justement, c'est une traduction qui délocalise, qui veut s'approprier l'histoire latine, la matière latine. En réalité, lui, il voit davantage une invention des traducteurs pour rendre palpable une réalité qui ne l'est plus, et donc en fait un enrichissement de la langue aussi à travers cela. Mais pour le coup, je m'en remettrai davantage à lui qu'à moi-même pour cette question. Voilà. Ouais. Je suis pas spécialiste d'ancien français, mais il y a quand même beaucoup de mots, notamment en moyen français, d'ailleurs plus à partir du XVe, qui ont été directement importés du latin. Donc ça a enrichi la langue très très concrètement. Il y a énormément de mots qui sont passés du latin. Mais est-ce que c'est par la traduction, est-ce que c'est par la forgerie de nouveaux mots sur les... Alors c'est en partie par la traduction. Il y a Nicole Orem aussi. C'est en partie seulement. Il n'y a pas que la traduction, mais c'est en partie par la traduction. Là aussi, je ne suis pas spécialiste. J'avais eu l'occasion, il y a une dizaine d'années déjà, d'en parler avec Frédéric Duval, qui avait lancé un travail sur vocabulaire politique en moyen français. Je ne sais
sais pas ce qui est devenu d'ailleurs ce travail, c'est qu'il y avait un projet sur le vocabulaire politique dans l'espace. Et on en avait parlé, donc encore une fois je ne suis pas spécialiste, c'est pas lui, mais il m'avait dit, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y a énormément de mots, et notamment par l'intermédiaire des traductions de type livre. Là, pour le coup, des vraies traductions. Des traductions, il y a oui, en partie. Alors après, je ne suis pas spécialiste, et ni médiéviste, ni lexicographe, ni traductologue, donc bon, c'est ce que l'on sait en tout cas avec Nicole Orem, qui a importé nombre de mots que l'on utilise. Je crois même que économie, c'est lui. Vraiment, il y avait une recension des mots qu'on lui doit dans le vocabulaire politique notamment qui est assez impressionnante. Mais sûrement qu'à un moment donné, il y a une francisation de mots latins dont on n'avait pas l'équivalent, donc c'est presque le mot... Oui, bien sûr. Ben, c'est ce que d'ailleurs fait... Mais alors, dans ce cas-là, ce que fait Nicole... Et c'est encore justement un des exemples de cette traduction littérale et en même temps débordante. Il introduit une périphrase pour expliquer le mot dans le cours du développement. Et voilà. C'est... Voilà. Ce qui est interdit... C'est genre des définitions postérieures. Dans ce déport des mots, on a un exemple où, par contre, au niveau contemporain, le vocabulaire médiéval peut être utilisé pour parfois avoir des effets de traduction, avoir des effets d'originalité ou avoir des effets de rugosité et d'antiquité du texte. Je ne sais plus de qui exactement est la traduction, mais il me semble que cet artifice avait été utilisé pour traduire l'Iliade. Est-ce que, je ne sais pas si certains, ça vous dit quelque chose? Flasselière, non? Je sais pas, j'en ai pas la référence, mais c'est absolument possible. Oui, parce que sous un argument de type analogique, l'épopée, le temps homérique est un peu comme notre Moyen-Âge, quoi. Oui, et puis parce qu'il s'agit aussi d'orchestrer la différence temporelle qu'on a avec le texte source. Il y avait aussi un exemple avec la traduction de Dante dans la collection Pléiade. Oui, de Pézard, oui, effectivement. Qui n'est, alors, je ne me souviens plus si Pézard adopte la même chose pour tous les textes de Dante, puisqu'il doit traduire certes à la fois des textes de langue vulgaire, mais aussi il doit traduire des textes du latin. Il me semble qu'il adopte la même convention, qui fait d'ailleurs du texte, la comédie, assez complexe à lire. Hein. Oui, je ne voulais pas trop le dire, mais effectivement, mais toutes les traductions de Dante se heurtent un petit peu à ce problème-là à chaque fois. Et en plus, il y a les néologismes de Dante qu'il faut traduire. Et alors là, oui. J'avais une question, mais je suis désolé, on va remonter dans les siècles. En vous écoutant, il n'y a pas de rapport direct, mais en vous écoutant, ça me fait penser à la littérature pseudo-biographique, notamment évidemment les textes apocryphes juifs. C'est pas de la traduction, ce sont des textes fictifs, clairement, mais qui, du fait du nom de pseudo-biographique, se rattachent à une figure biblique importante. Vous voyez, donc il y a l'idée de fictivité, mais il y a aussi l'idée de se rattacher à une traduction. Alors peut-être ça n'a aucun rapport avec ce type de littérature, mais est-ce qu'on peut trouver ici un lien, même très lointain, ou ça n'a rien à voir? Non, je pense que effectivement. Enfin, alors bon, pour le coup, c'est vrai, mais je crois que on serait dans la même peut-être perspective que en ce qui concerne le Corpus Hermeticum, où il s'agit peut-être de revendiquer une figure à qui l'on prête une certaine sagesse, et donc de s'autoriser le discours. Mais je ne sais pas si c'est le principe même. Il s'agit de textes analogues à ceux traduits dans le volume de la Pléiade, les écrits intertestamentaires. Exactement. C'est-à-dire, ou justement, le livre d'Enoch, ou des choses de cet ordre. Exactement, le livre d'Enoch, qui ont été régités entre le 2e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, le 2e siècle après. Et qui ont eu une longue tradition de traduction, notamment du côté de la langue gaise, en latin, en grec. Voilà, donc qui n'ont cessé d'être traduits tout au long de la période médiévale. Oui. Et qui est vrai, ont aussi eu une fonction ou du moins
qu'on a eu aussi tendance à prendre comme véhiculaires de sagesse de type un peu hermétique, quoi. Ouais, dans ces cas-là, alors effectivement, la langue, la revendication, en plus, s'il y a une langue un peu mystérieuse, ça joue à plein. Ou en tout cas, ésotérique, ça va... ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, c'est assez étonnant, ça dépend des cultures, et on pourrait presque essayer de faire une histoire culturelle comparée à travers la pseudo-traduction, bon, j'exagère, mais c'est que... le roman grec, par exemple, n'a pas besoin de s'autoriser d'une langue. À l'inverse, le roman occidental moderne, on va dire, qui naît au XIIe siècle, lui a besoin. Certaines cultures, visiblement, se fondent sur un rapport à une autorité qui est aussi une autorité linguistique, avec une sacralisation de certaines langues, et d'autres, peut-être pas. Et donc, le procédé, si le but est le même, peut être un peu différent. On ne va pas recourir à la traduction, mais simplement au texte. Un texte qu'on découvre. Mais on ne va pas forcément avoir le besoin de dire qu'on l'a traduit. Selon si l'on est dans une culture qui a sacralisé des langues ou non. Enfin, je ne sais pas si je me fais entendre. Ce serait le fait de dire que dans les corpus pséudépigraphiques, on est déjà de toute façon installé dans la langue d'origine, on ne la quitte pas, et qu'en conséquence, il n'est pas nécessaire d'avoir recours donc à la fiction, ou du moins à la légitimation par une traduction d'une langue en une autre, puisqu'on est déjà dedans, ou du moins on croit déjà y être. Mais à ce moment-là, la légitimation se fait par, si j'ose dire, l'autorisation du texte. Oui, tout à fait. Pour qu'il puisse avoir autorité. Dans le cas de Dictys, qu'est-ce qu'apporte la référence au punique ? Alors là, j'avoue que c'est en gros dans le il me semble. C'est que c'est perçu comme une langue ancienne. Mais alors, moi, je n'ai pas du tout les compétences, en l'occurrence. Je me souviens juste de l'introduction de Gérard Free, où il montre que c'est aussi cela qui a fait subodorer la supercherie, à savoir que, alors je ne me souviens plus exactement, mais la manière dont la langue punique est présentée est étrange pour quelqu'un qui aurait vécu à cette époque, et que donc ça marche pas, quoi. Mais je me souviens plus exactement. Là c'est trop lointain, j'ai repris ça juste à titre d'exemple. Voilà. Est-ce qu'on faisait un lien entre le punique et Troie ou Alors peut-être, ou alors peut-être aussi que c'était simplement plus ancien, puisque là en l'occurrence il me semble, c'est le témoignage de quelqu'un qui a dû vivre à un temps reculé et donc devait parler une langue ancienne, et donc ouais. Mais ouais, et ce qui est frappant, c'est qu'ensuite au XVIe siècle, là ça devient vraiment un jeu avec les codes et les conventions, et qui aboutit à Don Quichotte, et où là on est vraiment dans le ludisme pur. Déjà dans ce qui était les synthèses des romans médiévaux, et en même temps leur extrapolation quasi baroque du Roland Furieux, et puis du Roland amoureux d'abord de Boiardeau, puis du Roland Furieux ensuite de l'Arioste. Ah ben ça c'est très intéressant, parce que, alors, ils ne se présentent pas explicitement comme des traductions, mais ils font référence à la chronique de Turpin. C'est un faux avéré, hein. Mais chaque fois qu'ils y font référence, c'est toujours en disant c'est Turpin non mente, ou c'est Turpin dice il vero, qui laisse entendre qu'en fait il pourrait ne pas le dire, qu'il ment, et donc en fait il y a un rapport ici beaucoup plus ironique à la source, et qui pour moi est justement caractéristique des développements du procédé à la Renaissance, où là vraiment le topos est complètement renversé et devient véritablement un principe métadiscursif d'ironie vis-à-vis de la source qui va définitivement anéantir toute efficacité de cette source et signaler la fiction. En plus, alors là c'est un ouvrage fantastique d'Alice Maintenon qui vient de paraître, La fantaisie philosophique à la Renaissance, qui montre bien que chez l'Arioste et chez Boiardeau, lorsqu'ils ne disent pas si Turpin ne ment pas, mais lorsqu'ils veulent dire que oui, Turpin il a bien raison, et c'est Turpin qui le dit, et donc c'est vrai,
c'est justement dans les moments les plus invraisemblables. Et donc on voit bien que là, c'est vraiment un jeu avec toutes ces procédures d'autorisation qui signalent définitivement la fiction. À l'inverse des romans de chevalerie espagnols, qui eux sont encore quand même dans la présentation d'une langue noble et qui vient asseoir la vérité du discours. Très bien. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous, et à commencer par donc notre conférencier Louis Wattier pour sa conférence si stimulante, à tous pour vos interventions et pour vos écoutes, et à vous donner rendez-vous donc l'année prochaine pour la 2e année du séminaire originel, donc où encore nous aurons donc le plaisir au moins d'entendre donc Mehdi Azaïez, qui effectivement comme ça pourra nous parler de ses travaux. Comment? Oui? Non, je disais juste avec grand plaisir. Voilà. Et puis, j'ai pas encore, je l'avoue, je n'ai pas encore fait le programme et pris les contacts nécessaires. Il faut que je le fasse maintenant. Très bien, merci à tous et donc je vous souhaite une bonne fin d'année.